Deuxième livre. Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. 2. La deuxième rencontre. La parution du 31 juillet 1975. C'est au mois de juin 1975 que je décidai de démissionner du poste de président du MADEC, d'une part, parce qu'il me semblait que ce mouvement pouvait maintenant très bien se débrouiller sans moi, et d'autre part, parce que je pensais avoir commis une erreur en structurant cette association d'après la loi de 1901, assimilant ce mouvement capital pour l'humanité à une amicale de pétanqueurs ou d'anciens combattants. Il me semblait nécessaire de créer un mouvement plus en accord avec le fantastique message que m'avaient transmis les Elohim, c'est-à-dire un mouvement respectant à la lettre ce qui était conseillé par nos créateurs, à savoir la géniocratie, l'humanitarisme, le renoncement à toute pratique religieuse, déiste, etc. Une association type loi de 1901 était par définition en opposition avec le message, tout au moins sous la forme où nous l'avions structuré, puisqu'il y avait vote de tous les membres et donc non-respect de la géniocratie qui aurait voulu que seuls les membres les plus intelligents puissent prendre part aux décisions. Il me fallait donc réparer cette erreur au plus haut niveau sans pour autant supprimer le MADEC, mais au contraire, transformer celui-ci dans l'attente de modifications plus efficaces du point de vue de ses structures, en une association de soutien pour laquelle le régime de la loi de 1901 n'était pas gênant, au véritable mouvement que j'allais créer avec les membres du MADEC les plus ouverts, le souhaitant, la congrégation des guides du MADEC. Cette association non déclarée, regroupant des personnes souhaitant ouvrir les esprits des hommes sur l'infini et sur l'éternité et en appliquant scrupuleusement ce qui était demandé dans le message, devenant des guides pour l'humanité. Dans cette société cherchant par tous les moyens à fermer les esprits à coups de religion déiste, d'éducation soporifique, d'émissions de télévision anti-pensée et de batailles politiques étroites. J'allais donc essayer de former par une initiation des personnes qui pourraient partir sur les routes du monde pour tenter d'ouvrir à leur tour des esprits. Le MADEC devenait ainsi un organisme de soutien, de premier contact avec les gens, découvrant le message et conservait toute son importance. En quelque sorte, le MADEC devenait un mouvement de soutien composé de pratiquants et la congrégation des guides allait être un mouvement composé de moines guidant les pratiquants. Je savais qu'il y avait des gens fort capables de diriger le MADEC parmi les membres et j'en eus la confirmation lors des élections au conseil d'administration. Mon remplaçant au poste de président, Christian, était un physicien d'avenir et le reste du conseil était composé de personnes tout aussi représentatives et compétentes. C'est également au mois de juin que François, l'un des membres les plus dévoués du MADEC et également l'un des plus ouverts, vint me voir à Clermont-Ferrand. Je lui fis part de mon désir de trouver une maison à la campagne, dans un coin le plus retiré possible, afin de me reposer un peu et de pouvoir écrire tranquillement un livre où je raconterais tout ce qui m'était arrivé avant le 13 décembre 1973, avant que quiconque ne raconte n'importe quoi sur mon passé. Il me dit qu'il avait une ferme dans un coin perdu du Périgord et que, si l'endroit me plaisait, je pouvais aller y passer 1 ou 2 mois et même y rester le temps que je voudrais
car personne n'y habitait. Nous partîmes donc très vite en voiture pour visiter les lieux et, devant le calme et la sérénité de la région, je décidai d'y partir pour 2 mois. Au bout de 15 jours, je m'y plaisais tellement que je commençais sérieusement à songer à m'y installer définitivement. François vint nous rejoindre fin juillet et nous commençâmes à envisager mon déménagement pour le lendemain de la réunion du 6 août à Clermont-Ferrand. Je n'étais pas encore tout à fait décidée, ayant peur de faillir un peu à ma mission en m'éloignant du lieu de ma merveilleuse rencontre, mais le 31 juillet, alors que nous étions sortis prendre un peu le frais avec ma compagne, Marie-Paul et François, nous vîmes un engin apparemment énorme mais silencieux évoluer par à-coups presque au-dessus de la maison, parfois à des vitesses inimaginables, puis instantanément immobile et avançant en dents de scie à environ 500 mètres de nous. J'étais très heureux que d'autres personnes soient avec moi pour assister à ce spectacle et une sensation de bonheur indescriptible m'envahit alors. François me dit avoir eu les cheveux qui se sont dressés d'émotion sur la tête. Pour moi, c'était un signe évident de l'accord des Elohim pour que je m'installe dans cette région. Le lendemain matin, je m'aperçus que j'avais au bras, sur le biceps, près de la pliure du coude, une marque bizarre. Je ne fis pas tout de suite le rapprochement avec l'apparition de la veille, mais par la suite, bien des gens me dirent qu'il ne pouvait s'agir que d'une marque faite par eux. Il s'agissait d'un cercle rouge d'environ 3 cm de diamètre et de 5 mm d'épaisseur à l'intérieur duquel se trouvaient 3 cercles plus petits. Cette marque resta la même durant une quinzaine de jours, puis les 3 cercles du milieu se transformèrent en un seul, ce qui donnait 2 cercles concentriques. Puis au bout d'une quinzaine de jours, les 2 cercles disparurent, laissant sur mon bras une tache blanche que j'ai toujours. J'insiste sur le fait que je n'ai jamais souffert de cette marque et que je n'ai pas ressenti la moindre démangeaison durant tout le temps que je l'ai eue. Certains scientifiques ouverts à qui j'ai montré cette marque ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un prélèvement effectué grâce à un laser perfectionné. La réunion du 6 août eut finalement lieu comme prévu dans le cratère du puits de la Sola et il régna lors de cette rencontre une harmonie et une fraternité admirables. J'avais décidé de ce rassemblement des membres du MADEC à cette date, sans trop savoir pourquoi, mais en fait, les Elohim m'avaient guidé car des membres m'apprirent le jour de la rencontre qu'il s'agissait jour pour jour du 30e anniversaire de l'explosion de la bombe d'Hiroshima et également du jour d'une fête chrétienne, la transfiguration, hasard diront les imbéciles. Après cette rencontre, des membres du MADEC m'aidèrent à déménager et je m'installai donc complètement dans le Périgord. Le deuxième message. Le 7 octobre, dès 23 heures, j'eus soudain envie de sortir pour regarder le ciel. Je m'habillai chaudement car il faisait assez frais et je me mis à marcher dans le noir. Je pris sans m'en rendre compte une direction bien précise et je ressentis soudain le besoin d'aller dans un coin que François m'avait montré durant l'été. Endroit désert, situé entre 2 ruisseaux, entouré de forêts et appelé le Roc plat. J'arrivai à cet endroit vers minuit en me demandant un peu ce que je venais faire ici.
tout en suivant mes intuitions depuis qu'on m'avait dit qu'on pouvait me guider télépathiquement. Le ciel était magnifique et les étoiles brillaient partout, indiquant qu'il n'y avait pas un seul nuage. Je me mis à regarder les étoiles filantes lorsque soudain, toute la campagne s'illumina et je vis une énorme boule de feu comme une étincelle apparaître derrière les buissons. Je m'avançai vers l'endroit où cette boule de feu était apparue, emplie d'une immense joie car j'étais à peu près sûre de ce que j'allais découvrir. Le même engin que j'avais vu à 6 reprises au mois de décembre 1973 était là, devant moi, et le même être que j'avais rencontré 2 ans plus tôt s'approcha alors de moi avec un sourire plein de bienveillance. Je remarquai tout de suite une seule différence. Il n'avait plus le scaphandre qui faisait la première fois comme un halo autour de son visage. J'étais merveilleusement heureux après tout ce temps passé à essayer de faire comprendre au monde que je disais bien la vérité, de revoir celui qui était responsable du bouleversement de ma vie. Je m'inclinai devant lui et il parla. « Redressez-vous et suivez-moi. Nous sommes très satisfaits de vous et tout ce que vous avez fait depuis 2 ans. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante, car vous nous avez prouvé que nous pouvions vous faire confiance. » Ces 2 années n'étaient, en fait, qu'une mise à l'épreuve. Vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, je n'ai pas de protection autour du visage et que mon véhicule vous est apparu d'un seul coup et n'était pas équipé de lumière clignotante. Tout cela n'était destiné qu'à vous tranquilliser en vous apparaissant sous des aspects correspondant à l'image qu'on se fait généralement d'un voyageur de l'espace. Mais maintenant, vous avez suffisamment évolué pour ne plus être effrayé. Aussi, nous n'utilisons plus ces techniques d'approche. En pénétrant derrière lui, dans l'engin, je pus constater que tout était semblable intérieurement à celui que j'avais connu lors de ma première rencontre. Des murs ayant le même aspect métallique que l'extérieur. Aucun tableau de bord ou instrument, pas de hublot et un plancher fait d'une matière bleue translucide sur lequel étaient posés 2 fauteuils faits d'une matière transparente, rappelant un peu, sans en avoir le toucher désagréable, les fauteuils en plastique gonflable. Il m'invita à m'asseoir dans l'un des 2 fauteuils, s'installa dans l'autre et me demanda de ne plus bouger. Il prononça alors quelques mots dans un langage incompréhensible et il me sembla sentir l'engin se balancer légèrement. Puis tout à coup, je ressentis une sensation de froid intense, comme si tout mon corps se transformait en un bloc de glace, mieux, comme si des milliers de cristaux de glace pénétraient dans tous les pores de ma peau, jusqu'à la moelle de mes os. Cela dura très peu de temps, quelques secondes peut-être, et je ne sentis plus rien. Alors, mon interlocuteur se leva et dit « Vous pouvez venir, nous sommes arrivés. » Je le suivis dans le petit escalier. L'appareil était immobilisé dans une pièce circulaire à l'aspect métallique d'une 15aine de mètres de diamètre et d'une 10aine de mètres de haut. Une porte s'ouvrit et mon guide me dit d'entrer, de me déshabiller complètement et que je recevrais alors d'autres directives. Je pénétrai dans une nouvelle pièce circulaire et sans le moindre angle qui devait avoir dans les 4 mètres de diamètre.
je me déshabillai et une voix me dit de pénétrer dans la pièce qui était devant moi. À ce moment-là, une porte s'ouvrit et j'entrai dans une autre pièce semblable à celle où j'avais laissé mes vêtements, mais longue et faisant un peu penser à un couloir. Tout au long de ce couloir, il y avait des éclairages de couleurs différentes sous lesquels je passais successivement. La voix me dit alors qu'en suivant les flèches peintes sur le sol, j'arriverais dans une autre pièce où un bain m'attendait. Dans la pièce suivante, je trouvais effectivement une baignoire encastrée dans le sol. Le bain était tiède, juste à point et parfumé discrètement. La voix me conseilla alors de satisfaire à mes besoins naturels, ce que je fis, puis il me fut demandé de boire le contenu d'un verre situé sur une petite tablette près de la paroi métallique. C'était un liquide blanc délicieusement parfumé aux amandes et très frais, puis un genre de pyjama très doux, semblant être en soie, me fut proposé. Il était blanc, très moulant, et m'attendait sur une autre étagère. Enfin, une dernière porte s'ouvrit et je retrouvai mon guide. Il était accompagné de 2 êtres semblables à lui, mais dont les traits étaient différents tout en étant aussi accueillants. Je les rejoignis dans une vaste salle où tout n'était qu'émerveillement. Elle était disposée sur plusieurs niveaux et devait avoir au total une centaine de mètres de diamètre. Elle était entièrement recouverte d'un dôme absolument transparent, tellement transparent qu'il ne paraissait pas évident au premier abord qu'il y ait un dôme. Des milliers d'étoiles parsemaient le ciel noir et pourtant toute la salle était éclairée comme en plein jour par une lumière douce et à l'aspect naturel. Le plancher était recouvert de fourrures et de tapis aux longs poils, aux coloris époustouflants et enchanteurs. Partout, des œuvres d'art, toutes plus admirables les unes que les autres, et certains aux couleurs changeantes et animées. Ailleurs, des plantes rouges vifs et d'autres bleues aussi belles que des poissons exotiques, mais hautes de plusieurs mètres. Une musique d'ambiance faite de sons se rapprochant de l'orgue et de la scie musicale, avec parfois des chœurs et des basses aux vibrations extraordinairement prenantes, faisait s'incliner les fleurs en rythme et changer les couleurs selon le style de la partition. Chaque fois que quelqu'un parlait, la musique se faisait plus douce afin que l'on puisse se faire comprendre sans être gêné et sans avoir à élever la voix. Enfin, l'air était parfumé de 1000 senteurs qui changeaient également selon la musique et l'endroit où l'on se trouvait. La pièce se divisait en une dizaine de coins séparés par des niveaux différents qui avaient chacun un caractère particulier. Un ruisselet serpentait au milieu de tout cela. Mon guide, pour qui ces 2 amis semblaient avoir beaucoup d'égards et de respect, me dit alors « Suivez-moi, nous allons nous installer confortablement car j'ai beaucoup de choses à vous dire. » Je le suivis jusqu'à un ensemble de fauteuils et de canapés en fourrure noire, très douce, où nous nous installâmes tous les 4. Mon guide parla alors. Je vais vous donner aujourd'hui un 2e message qui complétera celui que je vous ai dicté en décembre 1973. Vous n'avez rien pour prendre des notes, mais n'ayez pas peur, tout ce que je vais vous dire restera gravé dans votre esprit.
car ici, nous avons un moyen technique pour que vous vous rappeliez de tout ce que vous allez entendre. Tout d'abord, nous tenons à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait depuis 2 ans, mais aussi à vous prévenir que la suite de votre mission sera peut-être plus difficile. Mais de toute façon, ne vous découragez jamais car vous serez récompensé de vos efforts quoi qu'il arrive maintenant. Pour commencer, il faut rectifier un passage du message que vous avez mal retranscrit concernant une intervention éventuelle de notre part pour détruire l'humanité. Il faut bien préciser que nous n'interviendrons pas. L'humanité arrive maintenant à un tournant de son histoire et son avenir ne dépend plus que d'elle-même. Si elle sait maîtriser son agressivité vis-à-vis d'elle-même et de l'environnement dans lequel elle se trouve, elle atteindra l'âge d'or de la civilisation interplanétaire dans le bonheur et l'épanouissement universel. Si par contre elle se laisse aller à la violence, elle se détruira d'elle-même, soit directement, soit indirectement. Il n'y a pas de problème scientifique ou technique insurmontable pour le génie humain, à condition que le génie humain soit au pouvoir. Un être au cerveau déficient peut menacer la paix mondiale comme un être génial peut lui apporter le bonheur. Plus vite, vous mettrez en place la géniocratie, plus vite, vous supprimerez les risques de cataclysmes dus à des êtres au cerveau peu évolué. En cas de cataclysme détruisant l'humanité, seuls les gens qui vous suivent seront sauvés et devront repeupler la terre dévastée lorsque tout danger sera écarté, comme cela s'est déjà produit à l'époque de Noé. Le bouddhisme. C'est ce qu'explique le bouddhisme en disant qu'au moment de la mort, l'âme du mourant doit être suffisamment vigilante pour échapper aux nombreux démons, faute de quoi elle se réincarnerait, retombant ainsi dans le cycle, tandis que si elle parvient à échapper à ces fameux démons, elle échappe au cycle, atteignant l'état de béatitude par l'éveil. En fait, c'est une très bonne description qui s'applique non pas à l'individu, mais à l'humanité tout entière qui doit résister aux démons qui peuvent la faire retomber dans le cycle à chaque fois qu'elle est en mesure de choisir. Ces démons sont l'agressivité contre ses semblables ou contre la nature où l'on vit et l'état de béatitude par l'éveil, c'est l'âge d'or des civilisations où la science est au service des hommes. Le paradis terrestre où les aveugles peuvent voir et où les sourds peuvent entendre scientifiquement. Le fait de ne s'être pas suffisamment méfié des démons, entraînant dans la chute vers la réincarnation, vers une nouvelle lente progression de l'état de primitif vers celui de peuple évolué dans un monde hostile avec tout ce que cela comporte de souffrance. C'est pour cela que dans notre emblème figure le svastika ou croix gammée que l'on retrouve dans de nombreux écrits anciens et qui signifie le cycle. C'est le choix entre le paradis qu'une utilisation pacifique de la science permet et l'enfer d'un retour au stade primitif où l'homme subit la nature au lieu de la dominer pour en profiter. Ceci est en quelque sorte une sélection naturelle à l'échelon cosmique des espèces capables d'échapper à leur planète. Seuls ceux qui maîtrisent parfaitement leur agressivité peuvent atteindre ce stade. Les autres s'auto-détruisent dès que leur niveau scientifique et technologique
leur permet d'inventer des armes assez puissantes pour cela. Voilà pourquoi nous ne craignons jamais les êtres qui viennent d'ailleurs pour nous contacter. Des milliers de contacts ont confirmé cette règle absolue dans l'univers. Les êtres capables d'échapper à leur système planétaire sont toujours pacifiques. Lorsque l'on est capable d'échapper à son système planétaire, cela veut dire que l'on a échappé également au cycle progression-destruction dû à un manque de maîtrise de l'agressivité au moment de la découverte des sources d'énergie les plus importantes qui permettent justement d'envisager des voyages en dehors de son propre système, mais qui peuvent également permettre de fabriquer des armes offensives au pouvoir destructeur irréversible. Pour aller dans ce sens, votre région du globe terrestre, la France, qui est déjà sur la bonne voie en essayant de faire l'Europe, devrait être le premier pays sans armée. Elle deviendrait ainsi un exemple pour le monde entier. Ces militaires de carrière jetteraient les bases d'une armée européenne de maintien de la paix en attendant de transformer celle-ci en armée mondiale de maintien de la paix. Au lieu d'être des gardiens de la guerre, les militaires deviendraient ainsi des gardiens de la paix, titre méritant infiniment plus de respect. Il est nécessaire qu'un pays important montre la route à suivre aux autres, et ce n'est pas parce que la France n'aurait plus de service militaire obligatoire et mettrait ses militaires de carrière au service de l'Europe qu'elle essaye de construire que les pays voisins l'envahiraient. Au contraire, cela les amènerait très vite à suivre la voie tracée par votre pays en l'imitant. Une fois l'Europe militaire réalisée, il n'y aurait plus qu'à réaliser l'Europe économique en créant une monnaie européenne unique. Ensuite, le même processus serait à appliquer pour le monde entier en ajoutant, comme nous vous l'avons déjà dit dans le premier message, une langue mondiale unique qui deviendrait une langue obligatoire dans toutes les écoles de la Terre. Si un pays doit montrer la voie, la France doit être celui-là. C'est en prônant une force de dissuasion que l'on accumule les armes de sa propre destruction. Chacun voulant dissuader quelqu'un, il ne sait pratiquement jamais qui, un geste malencontreux risque alors de transformer la force de dissuasion en force d'intervention fatale pour tout le monde. C'est en pensant au passé que les hommes voient l'avenir. C'est une erreur. Il faut se moquer du passé et bâtir le présent pour l'avenir, au lieu de bâtir le présent sur le passé. Comprenez bien que cela fait à peine 30 ans que les hommes des pays les plus évolués ne sont plus tout à fait des primitifs. Vous en sortez à peine et il y a des millions de gens qui sont encore sur Terre, des primitifs, et qui sont incapables de voir quelque chose dans le ciel sans y voir une manifestation divine. Vous savez d'ailleurs que les religions déistes sont encore très fortes dans tous les pays peu évolués économiquement. Il ne faut pas avoir le culte des anciens, mais celui de l'intelligence, tout en faisant en sorte que les vieux aient une vie agréable. Nos ancêtres lointains non seulement ne doivent pas être respectés, mais doivent être montrés en exemple de pauvres primitifs bornés qui n'ont pas su s'ouvrir sur l'univers et qui n'ont su transmettre de génération en génération que bien peu de choses valables. Ni Dieu, ni âme. Plus un peuple est primitif, plus les religions déistes y fleurissent.
Cela est d'ailleurs entretenu par les visiteurs venus d'autres planètes qui n'ont que ce moyen qui soit pour visiter tranquillement des mondes qui n'ont pas encore dominé leur agressivité. Si vous arrivez prochainement à ce stade de visiteurs évolués de mondes primitifs, vous serez vous-même forcé d'utiliser ce système, d'ailleurs très amusant, qui consiste à se faire passer pour des dieux à leurs yeux. Ceci est d'ailleurs extrêmement facile car pour les primitifs, dès que l'on vient du ciel, on ne peut être que divin. Il faut tout de même en rajouter un peu afin d'être respecté et agréablement reçu, ce qui ne gâche rien. Nous continuons d'ailleurs sur Terre à faire des apparitions afin de voir si cela prend toujours et quelles sont les réactions des pouvoirs publics, des gouvernements et de la presse. Nous nous amusons souvent beaucoup. Comme nous vous l'avons déjà expliqué dans le premier message, il n'y a pas de Dieu et évidemment pas d'âme. Après la mort, il n'y a rien si la science ne fait rien pour qu'il y ait quelque chose. Comme vous le savez, il est possible de recréer un être mort à partir d'une cellule de cet être car elle contient le plan physique et intellectuel de l'être dont elle fait partie. On a pu constater qu'un être perd quelques grammes au moment de sa mort. En fait, il ne s'agit que de l'énergie dont dispose tout être vivant qui s'élimine à ce moment-là. Et comme vous le savez, l'énergie est, comme la matière, pesante. Vous savez également que nous avons découvert que sur l'infiniment petit, il y a de la vie intelligente organisée, très certainement aussi évoluée que nous et comparable à ce que nous sommes nous-mêmes. Cela, nous avons pu le prouver. Partant de là, nous avons découvert que les étoiles et les planètes sont les atomes d'un être gigantesque qui lui-même contemple certainement d'autres étoiles avec curiosité. Il est aussi fort possible que les êtres qui vivent sur l'infiniment petit de l'être infiniment grand et ses semblables aient connu des périodes où ils croyaient à un bon Dieu immatériel. Il faut que vous compreniez bien que tout est dans tout. En ce moment, dans un atome de votre bras, des millions de mondes naissent et d'autres meurent, croyant ou non à un Dieu et à une âme, et tandis qu'un millénaire s'écoule, l'être gigantesque dont le Soleil est un atome n'a eu que le temps de faire un pas. Le temps est en effet inversement proportionnel à la masse ou plutôt au niveau de la forme de vie. Mais tout dans l'univers est vivant et est en harmonie avec l'infiniment grand et l'infiniment petit. La Terre est vivante comme toutes les planètes et pour la petite moisissure qu'est l'humanité, il vous est difficile de vous en rendre compte à cause du décalage de temps dû à l'énorme différence de masse qui vous empêche de capter ces palpitations. Un de nos globules rouges, ou mieux, un des atomes formant notre corps, ne pourrait pas non plus imaginer qu'il forme avec ses semblables un être vivant. Finalement, peu importe chacun, l'équilibre universel est constant, mais si nous voulons, à notre niveau, être heureux, nous devons vivre en harmonie avec l'infiniment grand, avec l'infiniment petit et avec nos semblables. Aucun argument cherchant à appuyer l'existence d'un quelconque Dieu ou d'une âme ne tient debout dès que l'on entrevoit tant soit peu l'infini de l'univers. Il ne saurait y avoir le moindre paradis en un quelconque endroit
puisque l'univers étant infini, il ne peut avoir de centre. D'autre part, je vous ai expliqué précédemment qu'il ne peut y avoir de communication en raison d'une différence de masse trop importante, créant une différence dans l'écoulement du temps similaire entre une entité infiniment grande et un univers d'entités infiniment petites. Enfin, si l'on peut imaginer une âme immortelle s'échappant du corps après la mort, image très poétique mais un peu naïve, puisque issue du cerveau de primitifs, on ne peut concevoir un endroit où elle se rende étant donné l'infini de l'univers. Cette quantité d'énergie qui s'envole au moment de la mort s'éparpille d'une façon désordonnée et se mélange à toutes les énergies en suspens dans l'air ambiant en perdant toute identité. Cette identité qui se trouve évidemment gravée dans la matière organisée, dans les cellules de l'être vivant qui vient de mourir. Cette matière qui s'est organisée selon le plan qu'on définit lors de la conception, les gènes du mâle et de la femelle en formant la première cellule. Certains pourraient dire, en ce qui concerne l'origine de la vie sur Terre, votre explication ne change rien puisque vous ne pouvez pas dire ce qu'il y avait au commencement. Question stupide qui prouve que la personne qui pose cette question n'a pas pris conscience de l'infiniment petit qui existe dans le temps comme dans l'espace. Il n'y a ni début ni fin à la matière puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme comme vous l'avez certainement déjà entendu. Seules les formes peuvent changer selon la volonté de ceux qui atteignent un niveau scientifique leur permettant de réaliser cela. Il en est de même à l'infini des niveaux de la vie, c'est ce que représente la deuxième partie de notre emblème, l'étoile de David, composée de 2 triangles imbriqués l'un dans l'autre, ce qui veut dire ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Avec le svastika ou croix gammée qui signifie que tout est cyclique, au milieu de l'étoile à 6 branches, vous avez notre emblème qui contient toute la sagesse du monde. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces 2 symboles assemblés dans des écrits anciens comme le Bardo Todol ou Livre des morts du Tibet et bien d'autres encore. Il est évidemment très difficile à un cerveau humain fini de prendre conscience de l'infini, ce qui explique ce besoin de limiter l'univers dans le temps et dans l'espace par des croyances à un ou plusieurs dieux que l'on rend responsables de tout. En effet, les êtres qui n'arrivent pas à un niveau suffisant d'humanité face à l'univers peuvent difficilement admettre l'infini qui fait de l'homme non pas quelque chose d'exceptionnel, mais un être quelconque situé à une période quelconque en un endroit quelconque de l'univers infini. L'homme préfère évidemment les choses bien définies, bien délimitées, bornées en quelque sorte à l'image de son cerveau. Ceux qui se demandent s'il est possible qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes sont le plus bel exemple de ces cerveaux bornés et la comparaison que vous avez faite lors d'une de vos conférences de ces gens avec des grenouilles qui, au fond de leur mare, se demanderaient s'il y a de la vie dans les autres mares nous a beaucoup plu. Le paradis terrestre. Vous pourriez vivre très vite dans un véritable paradis terrestre si la technologie dont vous disposez actuellement était mise au service du bien-être des gens au lieu de n'être qu'au service de la violence,
des armées ou du profit personnel de certains. La science et la technique peuvent libérer totalement les hommes, non seulement du souci de la faim dans le monde, mais également leur permettre de vivre sans obligation de travailler, les machines pouvant très bien se charger des besognes quotidiennes toutes seules grâce à l'automatisation. Déjà, dans vos usines les plus modernes, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait plusieurs centaines de personnes pour fabriquer une voiture, une personne suffit qui surveille simplement un ordinateur qui commande et réalise toutes les opérations de fabrication de la voiture. Et dans l'avenir, cette unique personne pourra même être supprimée. Alors, les syndicats ouvriers ne sont pas contents car l'usine a de moins en moins besoin de personnel et licencie de plus en plus de monde. C'est ce qui est anormal. Ces machines fantastiques qui font le travail de 500 personnes doivent permettre à ces 500 personnes de vivre au lieu de servir à engraisser une seule personne, le patron. Aucun homme ne doit être au service d'un autre ni travailler pour un autre contre un salaire. Les machines peuvent très bien faire les corvées et se charger de tous les travaux permettant à l'homme de se consacrer à la seule chose pour laquelle il est fait, penser, créer, s'épanouir. C'est ce qui existe chez nous. Il ne faut plus élever vos enfants selon ces trois vieux préceptes primitifs, travail, famille, patrie, mais au contraire, selon les suivants, épanouissement, liberté, fraternité universelle. Le travail n'a rien de sacré quand il n'est motivé par rien d'autre que la nécessité de gagner de quoi vivre péniblement. Il est même terriblement avilissant de vendre ainsi sa vie pour pouvoir manger en effectuant des travaux que de simples machines peuvent faire. La famille n'a toujours été qu'un moyen pour les esclavagistes, anciens et modernes, d'obliger les gens à travailler plus dur pour un chimérique idéal familial. Enfin, la patrie n'est encore qu'un moyen supplémentaire pour créer une compétition entre des hommes et les amener avec plus d'ardeur tous les jours vers le sacro-saint travail. Ces trois termes, travail, famille, patrie, ont d'ailleurs toujours été soutenus par les religions primitives. Mais vous n'êtes plus des primitifs maintenant. Secouez tous ces vieux principes poussiéreux et profitez de la vie sur cette terre que la science peut transformer en paradis. Ne vous laissez pas embrigader par ceux qui vous parlent d'un ennemi éventuel pour permettre à des usines d'armement de faire travailler des ouvriers mal payés, construisant des armes destructrices en rapportant des bénéfices à de gros industriels. Ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous parlent de dénatalité en prenant un air horrifié parce que la jeunesse a compris qu'il ne fallait pas avoir trop d'enfants, qu'il valait mieux en avoir peu pour qu'ils soient heureux, car pas trop nombreux sur la terre. Ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous brandissent encore une fois sous le nez les peuples voisins qui, eux, se multiplient et pourraient devenir menaçants. Ce sont les mêmes qui sont partisans de l'accumulation d'armes atomiques sous prétexte de dissuasion. Enfin, ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous disent que le service militaire permet d'apprendre à se servir d'un fusil et que ça peut toujours servir tout en entassant des missiles nucléaires. Ils veulent vous apprendre la violence,
vous apprendre à ne pas être effrayé de tuer un homme comme vous, sous prétexte qu'il porte un autre uniforme. Faire en sorte que cela devienne pour vous un geste machinal, à force de manœuvres contre des cibles d'entraînement. Ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous disent qu'il faut se battre pour la patrie. Aucune patrie ne le mérite. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous disent « Et si des ennemis envahissent notre pays, ne faut-il pas se défendre ?» Répondez-leur que la non-violence est toujours plus efficace que la violence. Il n'est pas prouvé que ceux qui sont morts pour la France aient eu raison, quelle que soit l'agressivité de l'agresseur. Regardez le triomphe de Gandhi en Inde. Ils vous diront qu'il faut se battre pour ses libertés, mais ils oublient que les Gaulois ont perdu la guerre contre les Romains et que les Français ne se portent pas plus mal d'être des descendants de vaincus ayant bénéficié de la civilisation des vainqueurs. Vivez plutôt dans l'épanouissement, la liberté et l'amour au lieu d'écouter tous ces êtres bornés et agressifs. L'accessoire le plus important que vous ayez pour vous aider à atteindre une paix universelle durable, c'est la télévision, véritable conscience planétaire qui permet de voir ce qui se passe chaque jour et de se rendre compte que les barbares qui vivent de l'autre côté de la frontière ont les mêmes joies, les mêmes peines et les mêmes problèmes que soi, de constater les progrès de la science, les dernières créations artistiques, etc. Il faut évidemment faire attention que ce merveilleux organe de diffusion et de communication ne tombe pas entre les mains de personnes s'en servant pour conditionner les foules en orientant l'information. Mais vous pouvez vraiment considérer que la télévision est le système nerveux de l'humanité qui permet à chacun de prendre conscience de l'existence des autres, de les voir vivre et qui évite ainsi de se faire sur leur compte des idées fausses qui amènent une crainte de l'étranger. Il y eut jadis la crainte de la tribu voisine, puis la crainte du village voisin, de la province voisine, de l'État voisin. Il y a actuellement une crainte de la race voisine, et si celle-ci n'existait plus, il y aurait la crainte d'éventuels agresseurs venus d'une autre planète. Il faut au contraire être ouvert à tout ce qui vient d'ailleurs, car toute peur de l'étranger est la preuve d'un niveau primitif de civilisation. Dans ce sens, la télévision est irremplaçable et est une des étapes les plus importantes, sinon la plus importante de toute civilisation, car elle permet, ainsi que la radio, à toutes ces cellules isolées de l'humanité que sont les hommes, d'être à tout moment informés de ce que font les autres, exactement comme le système nerveux le fait dans le corps d'un être vivant. L'autre monde. Mais vous vous demandez sans doute où vous vous trouvez. Vous êtes actuellement dans une base située relativement près de la Terre. Dans le premier message, vous avez noté que nous nous déplacions 7 fois plus vite que la lumière. Ceci était vrai il y a 25 000 ans lorsque nous avons débarqué sur la Terre. Depuis, nous avons beaucoup progressé et nous voyageons maintenant dans l'espace beaucoup plus vite encore. Il ne nous faut que quelques instants pour effectuer le trajet que nous mettions près de 2 mois à parcourir à cette époque et nous continuons de progresser. Si vous voulez bien me suivre, nous allons maintenant effectuer un petit voyage ensemble. Je me levai et suivis mes 3 guides.
Nous traversâmes un sas et je découvris dans une salle immense un engin semblable à celui qui m'avait fait venir de la terre jusqu'ici, mais beaucoup plus grand. Il devait avoir une douzaine de mètres de diamètre extérieur et il y avait à l'intérieur 4 sièges au lieu de 2, placés également face à face. Nous nous assîmes comme la première fois et je ressentis de nouveau la même sensation de froid intense, mais cette fois-ci, cela dura beaucoup plus longtemps, une dizaine de minutes environ. Puis l'engin se balança légèrement et nous nous dirigeâmes vers la trappe de sortie. Je pus découvrir un paysage merveilleux, paradisiaque, et je ne trouvais en fait aucun qualificatif pour décrire l'enchantement procuré par la vision de fleurs immenses, toutes plus belles les unes que les autres, au milieu desquelles se promenaient des animaux inimaginables, oiseaux au plumage multicolore, écureuils roses et bleus à la tête d'oursons grimpant dans les branches d'arbres portant des fruits énormes en même temps que des fleurs gigantesques. À une trentaine de mètres de l'engin, un petit groupe d'Élohim nous attendait et je pus découvrir derrière les arbres un ensemble de constructions s'harmonisant parfaitement avec la végétation et ressemblant à des coquillages aux couleurs vives. La température était très douce et l'air parfumé de 1000 senteurs de fleurs exotiques. Nous marchions en direction du sommet d'une colline et le panorama qui commençait à m'apparaître était merveilleux. D'innombrables ruisselets serpentaient dans une végétation luxuriante et au loin un océan d'azur miroitait au soleil. En arrivant dans une clairière, je découvris avec stupéfaction un groupe d'hommes semblables à moi. Je veux dire des hommes semblables à ceux qui vivent sur terre et non pas des Élohim. La plupart étaient nus ou vêtus de robes faites de soieries multicolores. Ils s'inclinèrent respectueusement devant mes 3 guides, puis nous nous assîmes tous dans des fauteuils apparemment taillés dans la pierre et revêtus de fourrure épaisse, mais qui, malgré la chaleur, restèrent toujours très fraîches et agréables. Des hommes sortant d'une caverne minuscule située juste à côté de nous s'approchèrent, portant des plateaux croulant sous des fruits, des viandes grillées accompagnées de sauces toutes merveilleuses les unes que les autres et accompagnées de boissons au parfum inoubliable. Et toujours, derrière chaque convive, 2 des hommes qui portaient les plats se tenaient accroupis, prêts à satisfaire au moindre désir de ceux qui se restauraient. Ceux-ci leur demandaient d'ailleurs, sans prêter attention à eux, ce qu'ils désiraient. Durant le repas, une merveilleuse musique venue, je ne sais d'où, avait fait son apparition et des jeunes femmes aux lignes aussi sculpturales que celles des serveurs s'étaient mises à danser nues avec une grâce incomparable sur le gazon environnant. Il devait y avoir une quarantaine de convives semblables aux hommes de la terre en plus de mes 3 guides. Il y avait des blancs, des jaunes, des noirs, hommes et femmes, et tous parlaient une langue que je ne comprenais pas et qui ressemblait à de l'hébreu. J'étais assis à la droite de l'Éloa que j'avais rencontré 2 ans plus tôt et à la gauche de ces 6 autres Élohim. En face de moi était assis un jeune homme barbu, très beau et très mince, au sourire mystérieux et au regard plein de fraternité. À sa droite se tenait un homme au visage noble, arborant une longue barbe très fournie et très noire. À sa gauche, il y avait un homme plus corpulent et au visage asiatique. Il avait le crâne rasé.